Être espagnol et être fan de tennis, c'est quand même le bon plan à suivre parce que depuis 20 ans, quasiment, on est avec Rafael Nadal, on suit Rafael Nadal, on est du coup fan de Rafael Nadal, je pense, quand on est espagnol. Ça fait 20 ans, 13 Roland Garros, pour le moment, 21 Grand Chelem pour le moment, le record en Grand Chelem évidemment pour le moment, 35 Master 1000, voilà, plus de 80 titres. C'est la folie de suivre l'Espagne. En plus, on a eu des joueurs qui ont été relégués au second plan à cause de Rafael Nadal, comme des David Ferrer, comme des Carreño Busta, comme des Bautista Agut. L'Espagne est un pays vraiment de tennis. Et là, on a peut-être le successeur de Rafael Nadal. Alors oui, ce n'est pas un gaucher. Nadal qui n'est pas gaucher d'ailleurs, je rappelle. Nadal qui est un droitier qui joue de la main gauche. Mais Alcaraz est un droitier qui joue de la main droite. Alcaraz, c'est la fureur de ce début de saison. Il est vraiment super fort, super puissant. Il met une puissance dans la balle impressionnante. Il est déjà en quart de finale à Miami, après une demi-finale à Indian Wells, après avoir défoncé tout le monde à Rio de Janeiro pour remporter son premier 500. Après avoir déjà fait des matchs épiques en Grand Chelem contre Stefanos Tsitsipas en 5-7 en terminant par une victoire et contre Matteo Berrettini à l'Open d'Australie. Malheureusement pour lui qui s'est soldé par une défaite. Mais il a déjà été des deux côtés dans la défaite et dans la victoire. Il sait comment gérer ces moments-là déjà. Carlos Alcaraz peut-il être le futur grand du tennis? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve évidemment pour parler peut-être de l'attraction de ce début de saison. On a eu Félix Auger-Aliassime pendant le mois de février et bah là pendant le mois de mars c'est Carlos Alcaraz, je pense parmi les jeunes, largement même. Il fait vraiment parler la jeunesse dans un tournoi de Miami qui fait parler la jeunesse où on n'avait aucun joueur de plus de 27 ans dans les huitièmes de finalistes. Donc sur les 16 joueurs qui avaient en huitième de finale, c'était que des moins de 27 ans. C'était Nick Kyrgios, le plus vieux avec 26 ans et quelques mois, avec Cameron Norrie et Medvedev, je crois qui était le troisième plus vieux, c'est pour dire, hein. Medvedev qui était le troisième plus vieux joueur, Carlos Alcaraz qui évidemment fait partie des plus jeunes, il est toujours là Carlos Alcaraz, il est en huitième et même maintenant en quart de finale après avoir battu Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-3 en étant mené 5-2 dans le premier set. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il refait le coup à Tsitsipas. Rappelez-vous, à l'US Open, il a déjà été mené, je crois, 5-2 ou 5-1 même dans le troisième set avant de revenir et il s'était imposé au tie-break dans ce troisième set qui avait été absolument épique. Le troisième set, Tsitsipas, Alcaraz, si vous pouvez le revoir à l'US Open, il était exceptionnel. Et Alcaraz qui avait réussi à battre déjà à cette époque-là Stefanos Tsitsipas. Et ben, il rebat encore une fois Stefanos Tsitsipas 2-0 dans les head-to-head pour Carlos Alcaraz qui montre qu'il arrive à battre des joueurs du top 5, du top 10. C'est son 5e top 10 déjà pour Carlos Alcaraz. Alors oui, il n'a pas battu Rafael Nadal. Il a déjà battu Matteo Berrettini, même s'il a reperdu après contre l'Open d'Australie. Mais il a quand même battu de nombreux joueurs, Carlos Alcaraz. Il va se retrouver là en quart de finale face à Kekmanovic. Face au nouveau Djokovic, peut-être Kekmanovic, parce qu'en ce moment, depuis que Djokovic n'a pas pu faire l'Open d'Australie et que du coup il a eu son tableau qui s'est libéré grâce au fait que Djokovic ne soit pas là, Kekmanovic est devenu un dieu quasiment. Il perd plus un match quasiment, il est vraiment devenu hyper impressionnant. Mais là on parle d'Alcaraz, Alcaraz qui avait battu en plus avant Marin Cilic, qui avait battu Fucsovics. Alors Fucsovics, oui c'est peut-être pas le joueur le plus impressionnant à suivre, mais c'est un gars du top 50 qui est vraiment très solide à battre. Et lui mettre 3 et 2, c'est fort, c'est vraiment très très fort parce que Fucsovics c'est vraiment un solide joueur, un guerrier qui se bat sur chaque point, qui va tout le temps se battre. Et lui mettre 3 et 2, c'est montrer vraiment la puissance de Carlos Alcaraz, une puissance de dingue à presque 19 ans, 18 ans et presque bientôt maintenant 19 ans. Et puis la terre battue arrive, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire sur terre battue, c'est Carlos Alcaraz, mais il est incroyable franchement, il va. Et ce que je me dis, c'est qu'il est quasiment outsider à chaque tournoi auquel il participe, à chaque grand tournoi auquel il participe. Alors il n'est pas favori du tournoi, mais il est outsider plus. Là, à Miami, il est outsider plus. Je pense que quand on ira à Monte Carlo, en plus, Monte Carlo, c'est officiel, Rafael Nadal ne sera pas là. Donc là, ça va être la foire d'empoigne pour aller chercher le premier Master 1000 sur terre battue de la saison. Sachant que Nadal n'est pas là, la place va se libérer pour quelqu'un. Peut-être pour lui, peut-être pour un Tsitsipas qui lui va pouvoir bien souffler et récupérer avant sa saison sur terre battue. On sait que Tsitsipas, il adore la saison sur terre battue, finaliste à Roland Garros l'année dernière, finaliste malheureux en ayant emmené 2 manches à 0. Il a déjà fait un match de dingue contre Wawrinka en 5-7 en 2019. En 2020, il avait été en demi-finale aussi contre Novak Djokovic déjà. Avec Djokovic, son bourreau quasiment à Roland Garros. Tsitsipas qui va pouvoir souffler et Carlos Alcaraz qui va pouvoir continuer sa performance, aller peut-être aller en demi-finale pour pourquoi pas retrouver Daniil Medvedev ou Hubert Hurkacz et pourquoi pas encore aller en finale face à un Zverev
ou voilà, en tout cas on ne s'avance pas trop vite, mais il y va step by step, mais j'ai l'impression que lui les step by step c'est chaque jour il passe un step, chaque jour il progresse, il a déjà appris de sa défaite contre Rafael Nadal. J'avais dit, rappelez-vous, j'avais dit en novembre quand il avait perdu contre Gaston que cette défaite allait plus lui servir que l'affecter. C'est ce qu'on a vu, hein. Depuis il a perdu que 2 matchs depuis cette défaite contre Hugo Gaston, contre Matteo Berrettini et contre Rafael Nadal. Et c'est important qu'il ait perdu ce match-là contre Hugo Gaston, parce qu'au moins, il a vu ce que ça faisait de jouer contre un public hostile. Et à 18 ans, on peut dire qu'il sait déjà comment gérer face à un public hostile. Il sait qu'à 5-0, 30A, et bah, c'est pas fini, que le set, il est pas fini. Je pense que Ferrero lui a bien mis ça dans la tête. Parce que Ferrero aussi, hein, du coup, qui fait partie du tennis espagnol, mais maintenant qui est son coach à Carlos Alcaraz, Ferrero a bien mis dans le crâne à Carlos Alcaraz que voilà, ce match face à Gaston, il va falloir s'en servir pour ne plus que ça se reproduise, et c'est ce qu'on voit, et ce soit même très très bien, parce que son ascension elle est incroyable, elle est fulgurante, c'est un ascenseur, l'ascenseur TGV, hein, il va super vite Carlos Alcaraz, et je ne sais pas jusqu'où il peut aller, ça me fait même très peur à imaginer, mais ça peut vraiment être une terreur incroyable sur le circuit. On va parler d'une autre terreur sur le circuit, une terreur pour lui-même et pour les autres, c'est Nick Kyrgios qui a joué le plomb pendant ce tournoi de Miami, comme à Indian Wells, et qui a aussi pété des plombs, comme à Indian Wells. À la fin d'Indian Wells, rappelez-vous, quand il avait balancé sa raquette, alors c'était évidemment involontaire, mais la raquette qui avait failli rebondir sur un ramasseur de balles. Là, encore une fois, il a pété un plomb face à Yannick Sinner, et c'est ça en fait que je remarque chez Nick Kyrgios. Alors oui, pour moi, il n'a pas un niveau de top 10 aujourd'hui, Nick Kyrgios, il a plus un niveau de top 20. En marchant quasiment, il a un niveau de top 20 vraiment sans entraînement, enfin il s'est entraîné, mais il a vraiment un niveau de top 20 très solide, Nick Kyrgios. Mais ce qui lui manque pour être top 10, c'est vraiment la tronche, c'est vraiment le crâne, parce que dès qu'il joue un adversaire justement du top 10, alors Yannick Sinner, je crois qu'il est 11e, mais bon, il va être très vite installé dans le top 10. Rafael Nadal, bon, c'est top 5, c'est même top 1 cette année, donc il lui manque, face à ces joueurs-là, il lui manque cet aspect mental. Face à Nadal, on l'a vu dans les moments importants, Nadal prenait les points importants. Face à Yannick Sinner, ça a été pareil. Et puis en plus, prendre un jeu de pénalité, bah, ça n'aide pas évidemment. Hein. Franchement, attitude déplorable encore une fois de Nick Kyrgios. Moi j'aime beaucoup Nick Kyrgios, mais j'aime moins quand il est un petit peu dans ces excès-là. Et trop d'excès tue l'excès. Alors oui, on a besoin de ça dans le tennis, de joueurs comme ça, qui s'expriment, qui sont différents, mais pas à ce point-là, vraiment pas à ce point-là, parce que c'était vraiment dommage. Il avait vraiment un super tournoi depuis le début. Il avait atomisé Roublev. Roublev, j'avais dit qu'il allait faire un super tournoi, il s'est fait 3-0 par Nick Kyrgios. Il s'est fait vraiment atomiser. Fognini, il a été très solide. Et il joue Sinner. Ça aurait dû être un remake de l'Indian Wells, mais Indian Wells, Sinner était tombé malade et n'avait pas pu jouer contre Nick Kyrgios. C'était déjà en plus en 8ème de finale, non en quart de finale, ou en 8ème, non en 8ème, puisqu'il perd en quart de finale contre Rafael Nadal justement. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu la tête, c'était déjà en 8ème de finale. Nick Kyrgios qui devait montrer sur ce match qu'il avait le niveau de Yannick Sinner. Il a montré qu'il avait le niveau, il a clairement le niveau de Yannick Sinner, mais il n'a pas le mental. Yannick Sinner qui a failli perdre contre Carreño Busta, il a montré lui qu'il avait le mental, puisque contre Carreño Busta, il est mené 5-4 balles de match dans le deuxième set, 5-2 et encore 3 balles de match à sauver dans le troisième set. Il a été monstrueux. Je trouve que Yannick Sinner, c'est vraiment le joueur qui m'impressionne le moins, mais qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent. Il est vraiment hyper régulier, Yannick Sinner. Il fait pas de vagues, finaliste en titre, il fait pas de vagues, mais il est là, il continue, il fait son petit bonhomme de chemin et il se rapproche, pourquoi pas d'aller chercher un Master 1000, il se rapproche, en tout cas il est en quart de finale, il est là, lui, contrairement à Nick Kyrgios qui va pouvoir rentrer à la maison. Alors il va faire Houston, Kyrgios sur terre battue, c'est un petit peu étonnant, je sais pas s'il va faire d'autres tournois sur terre battue, ça m'étonnerait fort, donc on le reverra pas avant gazon, mais il a très envie de jouer sur gazon, parce que sur gazon, il se retrouve, il fait tous les tournois sur gazon avant Wimbledon, et Wimbledon évidemment, c'est-à-dire qu'il a vraiment très envie, il a dit de toute façon, j'ai envie de jouer au tennis, j'ai une petite amie, j'ai mon meilleur ami qui était là à Miami, il a dit je suis dans la zone pour jouer. Donc Yannick Sinner, ça c'est un petit peu moins vu, mais faut qu'il continue comme ça. Vraiment, faut qu'il continue comme ça. Alors, pas sur ce dernier match, mais sur ce qu'il a fait avant, sur ce qu'il a produit avant. On ne peut que encourager Nick Kyrgios pour continuer ce qu'il a fait. Et voilà, faut qu'il bosse un petit peu sur son comportement. Mais est-ce qu'on peut le refaire? Ça fait 8 ans qu'il est comme ça, et ça fait 8 ans qu'il ne change pas. Donc, je suis pas sûr qu'il puisse changer, mais pourquoi pas? Sur un malentendu, pourquoi pas? On a aussi deux joueurs, alors les deux têtes de série numéro 1 et 2. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle quasiment pas, alors pourtant ça devrait être eux les favoris, Medvedev et Alexander Zverev, on n'en parle quasiment pas, alors que pourtant on a le numéro 2 mondial qui peut être numéro 1 mondial s'il revient en demi-finale, donc s'il bat Hubert Hurkacz.
Et on a Zverev qui petit à petit reprend du poil de la bête. Quand il est calme, Zverev, ça va un petit peu mieux. Les deux sont là, les deux sont présents, les deux sont en quart de finale. Les deux ont un test, on va dire, parce que Hurkacz sera contre Medvedev, le tenant du titre Hurkacz qui sera contre Medvedev, et Zverev qui jouera Casper Ruud, qui joue très bien sur ce tournoi. Donc c'est deux tests, alors pas d'énormes tests, mais c'est deux tests. Avant peut-être deux énormes tests entre Yannick Sinner pour Zverev et Carlos Alcaraz pour Medvedev. On verra bien, mais je les trouve vraiment pas mal et je suis content de voir, parce que j'adore Medvedev évidemment, je suis content de revoir Medvedev. Vraiment à ce niveau-là, vraiment rester concentré sur le tennis. Évidemment, c'est très compliqué pour lui tout ce qui se passe. La défaite à l'Open d'Australie, elle a été terrible pour lui. Et si, voilà, un Miami, alors c'est pas consolable évidemment, mais ça peut au moins donner un peu de baume au cœur aux fans de Medvedev. Et du coup, on a des quarts de finale à ne pas manquer, qui vont vraiment être très beaux. Alors Medvedev-Hurkacz, je crois que quand j'avais fait mes pronos, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que ça ferait Medvedev-Hurkacz, si je dis pas de bêtises. Medvedev sûr, puisque j'ai dit que Medvedev perdrait en demi-finale, mais Medvedev sûr, j'avais dit qu'il irait. Hurkacz, je sais plus, mais je crois que j'avais dit qu'Hurkacz irait aussi en quart de finale. Medvedev-Hurkacz, je vois Medvedev passer, je continue à dire que Medvedev va aller en demi-finale. Carlos Alcaraz, Kekmanovic, j'avais totalement pas dit Kekmanovic, j'avais dit d'ailleurs un joueur qui l'a battu, c'est Félix Auger-Aliassime au premier tour. J'avais dit que Félix jouerait contre Alcaraz et j'avais même dit à ce moment-là que le vainqueur de ce match gagnerait Miami. Bah du coup, je peux penser que Carlos Alcaraz va gagner Miami. Maintenant, je vois Carlos Alcaraz gagner Miami justement. Pour moi, Alcaraz va battre Kekmanovic, va battre Novak Djokovic 2.0 parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça. Kekmanovic est très 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 solide. Faut qu'il continue comme ça. Il montre de très belles choses et pour le tennis serbe, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de un petit peu de succession à Novak Djokovic. Alors peut-être pas au même niveau que Novak Djokovic, mais s'ils peuvent avoir un top 20, un top 15, voire peut-être un top 10, ils seraient contents, je pense, les Serbes, d'avoir encore une fois une aura dans le tennis mondial. On a Yannick Sinner qui joue Francisco Cerundolo. Alors là, je pense que personne ne voyait Cerundolo aller en quart de finale. Sinner, je pense qu'il y en a qui le voyaient. Cerundolo, pas du tout. Cerundolo qui a profité de la méforme d'Opelka, de la méforme de Gaël Monfils. Alors j'ai pas vu le match du tout parce que c'était très tard dans la nuit, mais j'ai vu le score 3-2 pour Cerundolo. Mamma mia. Là encore, il sort un match de titan contre Tiafoe. Va falloir sortir le Cerundolo et je pense que Sinner quand même va le sortir. Sinner va aller en demi-finale. Et Ruud Zverev, je préfère Casper Ruud, mais je vois Zverev aller en demi-finale. Donc je vois Medvedev contre Carlos Alcaraz et Sinner contre Zverev. Et ça pourrait être très intéressant parce qu'on aurait la next gen qui pour moi maintenant est la current gen, parce que 25 ans pour Medvedev, 24 pour Zverev, contre la next gen qui maintenant devrait être la next gen avec Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Voilà. Vous savez tout. J'espère qu'on va avoir cette demi-là. Mais même si on a un Hurkacz, Kekmanovic et un Cerundolo Ruud, je serai là encore pour suivre ces matchs. Évidemment, quand on est amoureux du tennis, on ne s'en lasse pas. Même quand il y a Delbonis, même quand il y a Kukushkin, on regarde le tennis. On se retrouvera très vite, évidemment, pour le débrief de la finale. Ce sera lundi, du coup. Lundi, si la finale, ça se déroulera dimanche soir. On a du coup de très beaux quarts de finale. Dites-moi pour vous, dans ces 8 joueurs, qui va remporter Miami. Dites-moi si ça vous plaît, vous aussi, qu'on ait une jeunesse un petit peu incarnée en Master 1000. D'ailleurs, c'est ce que je continue à dire, que bientôt en Grand Chelem, dans les 3-4 années qui vont arriver, quand Djokovic et Nadal vont disparaître, entre guillemets, c'est pas ils vont disparaître, mais on va peut-être avoir cette jeunesse-là qui va être incarnée. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, voilà, continuez évidemment, je vous remercie à 100% pour le soutien, on est plus de 320 maintenant sur la chaîne, c'est magnifique, je vous remercie. Continuez comme ça, on continue comme ça évidemment, on ne lâche pas les vidéos sur le tennis, il y en a encore plein qui vont arriver avec la saison sur Terre, avec Monte Carlo, avec les retours de Thiem et Wawrinka qu'on attend, ils ont perdu malheureusement hier, mais c'est logique, entre guillemets c'est logique, Wawrinka qui joue un client qui veut quand même Elias Ymer, qui joue très bien depuis le début de la saison, Thiem qui joue un joueur que je ne connaissais pas, Cachin, mais bon, c'était des retours, c'était pas facile du tout. On se retrouve très vite du coup pour débriefer la finale, et la finale se jouera entre un de ces 8 joueurs là, je vous dis, enfin entre deux de ces 8 joueurs là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.